Les éditions Sixtreed, avec l'aimable autorisation des éditions Belfond, présentent La fabrique des salauds, deuxième partie, de Chris Kraus, interprété par François Cottrell. Le veau d'or. Juste avant la chute de la ville, je fus traduit devant un tribunal SS volant pour insubordination majeure et haute trahison. Il fallut 22 minutes pour me condamner à mort. Le président de ce tribunal à 3 têtes était mon tricéphale de frère. Chacune des têtes était la sienne, car les 2 assesseurs n'étaient eux-mêmes qu'à partir du cou. Comme il devait être confirmé par Heinrich Himmler, le jugement n'était pas exécutoire. Je me retrouvai dans une geôle de la préfecture. Une cave sans fenêtre et pestilentielle, d'où montaient les gémissements que j'entendais depuis des années à travers les canalisations lorsque j'étais à mon bureau la nuit, 3 étages au-dessus des rats qui me tenaient désormais compagnie. Je ne les voyais pas, mais j'entendais leur bousculade au sortir des trous. Quand quelqu'un voulait jeter un coup d'œil à l'intérieur par le Judas, ce qui arrivait 1 fois par heure, l'ampoule s'allumait au plafond. Le reste du temps, on aurait dit que le vieux souhait de Maya avait été exaucé, que l'on m'avait délicatement retiré les yeux des orbites, comme 2 cuillerées de pudding, et couché dans le lit douillet de la cécité, dans une noirceur digne de l'au-delà. Et pourtant, j'étais toujours là. Partout dans la région, les obus pleuvaient. Bien plus tard, je devais apprendre que l'avant-veille de l'exécution, Ève était venue voir mon frère à la préfecture. Cela faisait 1 semaine qu'au lieu de rentrer chez eux, il dormait dans son bureau. Le soir où elle se présenta à lui, il était allongé sur son canapé en cuir. La blancheur de son habit d'infirmière prolongeait celle de son visage au milieu de la pièce. C'est en tout cas ainsi que je m'imagine la scène. Je vois la froide incandescence d'Ève, et je suis certain qu'au cours des 60 secondes à venir de cette rencontre, elle ne cligna pas une seule fois des yeux. « Tout le monde parle de ce que tu vas faire à Koya, » dit-elle à mi-voix en le toisant de toute sa hauteur. « Personne ne peut y croire, et personne ne peut l'empêcher. Mais il faut que tu saches une chose. À l'instant où je serai sur sa tombe, tu n'auras plus qu'à disparaître, car si je te retrouve, et je sais que je te retrouverai, je te tabasserai à mort, ou je t'empoisonnerai, ou je t'inoculerai des bacilles de maladie du charbon comme on me l'a appris à Auschwitz. Je te le jure, sur la vie de notre fille. » « Tu n'iras pas sur sa tombe, » dit mon frère. Et il fit en sorte qu'Ève soit sur le dernier bateau à partir le lendemain matin. Si j'appris tout cela, c'est parce que Heinrich Himmler n'aimait pas les cours martiales volantes. Sans doute était-ce aussi qu'il gardait un souvenir ému de nos promenades d'autrefois à travers la belle Tallinn, ou que ma flatteuse caricature de Lancelot trônait encore sur son bureau. Toujours est-il que le Reichsführer SS refusa de me faire fusiller sans l'audience réglementaire. Un Telex de Berlin ordonna de m'envoyer en Allemagne par bateau. Là-bas, je devais être traduit devant un tribunal SS digne de ce nom et sans délai. Mon frère entra dans ma geôle, du même pas qu'autrefois dans notre chambre d'enfant, quand il voulait savoir si j'avais joué avec ces soldats de plomb. Il se campa dans un rectangle de lumière artificielle, et je le regardais en clignant des yeux. Dans les couloirs, on ouvrait les autres portes, une par une. On n'entendait aucune voix,
seulement 1 ou 2 coups de feu qui faisaient irrémédiablement le vide dans chacune des geôles. À chaque détonation, mon corps se contractait, en réaction à la violence qui faisait rage autour de moi. Mon frère s'assit sur un tabouret qu'il avait apporté, me tendit le téléx de Himmler et me dit d'une voix neutre « Félicitations ». Puis il fallut partir. Tandis que mes codétenus, entreaperçus depuis le couloir central, semblaient dormir dans leur sang, leur bourreau et le Standartenführer Übersolm, avec ma médiocrité à sa suite, se hâtèrent de gagner la cour. Il régnait un boucan de tous les diables. Nos yeux se mirent aussitôt à larmoyer. La fumée de la conciergerie en feu enveloppait un camion et 2 limousines. Les véhicules attendaient, moteurs allumés. Nous sautâmes dedans, sous les sifflements stridents des chutes d'obus et le fracas d'une façade de 4 étages en train de s'effondrer juste derrière nous. 4 ou 5 minutes plus tard, la préfecture était entièrement vide. Un Scharführer consciencieux alla jusqu'à verrouiller soigneusement les portes d'entrée. Il se fit étriller par un officier et, parce qu'il n'avait pas le cœur de balancer le trousseau de clés, posa délicatement ce dernier à côté du paillasson. On ne me ligota pas. À l'arrière de l'Opel Admiral, qui aurait pu être la mienne, j'étais assis en uniforme SS crasseux au milieu des hommes de Hub. Je n'en connaissais aucun. Nous sortîmes de la cour en convoi de 3 véhicules, traversâmes à toute allure la ville en pleine explosion, mettant le cap vers l'ouest, pour rejoindre la seule issue que la Wehrmacht, en rassemblant toutes ses forces, avait réussi à percer dans l'enceinte du siège soviétique. Les balles pleuvaient du ciel comme des pavés. Les rues étaient désertes. Dans les allées, il y avait des arbres en flammes. La Wehrmacht semblait avoir battu en retraite jusqu'au dernier homme. Nous ne croisâmes aucun détachement d'arrière-garde. « Espérons que le Ivan n'est pas déjà au pont », gémit le Scharführer au volant en appuyant sur l'accélérateur. Le convoi SS bifurqua dans la Elisabethsielle. L'espace d'un instant, le silence se fit, un silence de cathédrale, semblait-il. Je tendis l'oreille et les autres passagers m'imitèrent, la tête légèrement dressée ou penchée en arrière, comme pour flairer l'avenir. Puis je vis un éclair quelque part, et nous volâmes dans les airs, en état d'apesanteur. Tandis que je planais tête la première vers l'asphalte, mon tympan éclata, et sans que je perde conscience, tous les objets, toutes les certitudes et les attentes se fondirent en un gigantesque champignon de silence. Il faisait noir, et comme tout était noir et silencieux, j'en profitais pour réfléchir tranquillement à certains mouvements. Comme les mouvements de bras. Je voulais bouger le mien, mais c'était peine perdue. J'avais beau être comme dans de la ouate, j'étais coincé au milieu de débris métalliques. Quelque chose de pointu était planté dans mon aine, et je n'avais pas mal. Du sang chaud ruisselait dans ma bouche. Ce sang n'était pas le mien, mais celui de l'homme au-dessus de moi, qui n'avait plus de visage, comme je le constatais en ouvrant les yeux. Étourdi, je finis par me ressaisir et m'extirpai de sous le cadavre pour sortir par la fenêtre de l'épave fumante. Une fois dehors, je m'aperçus que la rue, qui encore quelques secondes plus tôt s'étendait devant nous, balayée par le vent, avait été éventrée par un genre de météorite. Un gigantesque cratère béait sous mes yeux. Le camion, chargé d'une douzaine de nos hommes, n'était plus. Il n'en restait que de l'acier fondu et broyé, le tout jonché de morceaux de bois, de chair et de caoutchouc en ébullition. En plein dans le mille. Un éclat d'obus que même 2 hommes n'auraient pas réussi à soulever, gigantesque masse dentelée, avait sectionné un SS-Führer dans le sens de la longueur, variation de la découpe du Hauptmann Palbisin. L'homme et l'éclat étaient encore fumants.
La violence de la déflagration avait enfoncé le crâne d'un autre dans sa cage thoracique. En lieu et place de son cou, 2 yeux étonnés vous lorgnaient par en dessous. À 10 mètres de là était assis un jeune SS qui geignait sans discontinuer. Son sphincter avait capitulé. Pour le reste, il semblait indemne. Il avait sans doute été projeté depuis l'arrière du camion. Au-delà du cratère de bombe creusé dans la chaussée se trouvait l'automobile de Hubb. Tel un coup de poing géant, l'explosion l'avait envoyée valser contre un mur sur lequel elle semblait collée. De loin, je distinguais des lambeaux de cadavres ou des entrailles qui pendaient de la carrosserie et le bras de Hubb. Je criais sur le SS plein de merde, et lui et moi rampâmes jusqu'à l'automobile en feu, tirâmes sur le bras, et mon frère en glissa en un seul morceau, juste avant que la voiture explose. Hubb reprit conscience et s'étonna que je lui ai sauvé la vie. Il ne le dit pas, mais il s'en étonna. Et tandis qu'il continuait à s'étonner, nous vîmes 2 rues plus loin un T-34 rouler tranquillement vers la Daugava, au moment précis où Louis me revenait. « Merde !» s'écria Hubb. « Il faut qu'on se tire !» Bien que couvert de cloques de la tête aux pieds, il rassembla autour de lui le jeune SS malodorant et 2 autres survivants, et leur expliqua que tous les véhicules avaient été détruits par l'obus, ce qui ne risquait pas de nous surprendre dans la mesure où nous étions ce qu'il y avait de moins détruit dans toute cette destruction. Puis il leur donna l'ordre de se frayer un chemin jusqu'à nos lignes en avant-marche. C'est en voulant me lever que je me rendis compte que j'étais également touché. Je tombai par terre et je sentis dans mes 2 pieds une violente douleur que je n'avais encore jamais éprouvée. « Ces arpions sont foutus », dit le SS le plus âgé. « Qu'on le porte », déclara Hubb. « Si on le porte, Standartenführer, répliqua l'homme en montrant la chair à vif qui pelait sur son dos déchiqueté, on n'ira pas plus loin que l'autre côté de la rue. » Quelque chose pensait en moi, mais ce n'était pas moi. Quelque chose pensait aux enfants que nous avions un jour été. À la balle de pistolet de mon père désespéré, dont mon frère m'avait sauvé à l'âge de 12 ans. Et à cette autre balle, jusqu'à laquelle, un quart de siècle plus tard, il tenait à me faire porter, à Berlin, par-delà les mers, protégeant mes moignons de jambes au lieu de me protéger, moi. Il était mon bouclier et ma faim, et la raison pour laquelle j'étais ce que j'étais, et je devenais ce que je devenais. Quelque chose pensait tout cela, comme à mon propre insu, le pensait sans pour autant m'ébranler, sans me faire hurler ni vociférer, sans déchirer mon cœur roussi par les flammes. Et à côté de ces pensées que je voyais s'accumuler en nuages dans le lointain et retomber en pluie sur moi sans mouiller les profondeurs de mon être, je pensais aussi par moi-même. Je pensais à Maya, qui était arrivée à Moscou, ou peut-être pas, qui avait tué Staline, ou peut-être pas. Plutôt pas à voir le spectacle autour de nous. Pourquoi l'homme aime-t-il ? Pourquoi l'homme aime-t-il alors que tout amour est voué à dépérir ? Pourquoi le désert qu'est notre âme est-il égayé par de petits oliviers verts qui succombent aux tempêtes de sable, mais finissent toujours par croître de nouveau ? Oui, pourquoi l'homme aime-t-il ? Pourquoi aimais-je Maya ? Pourquoi avais-je, au cours de notre dernière nuit, vu dans ses yeux un horizon qui ne connaissait pas de limite, promesse d'un lieu où je serais aimé inconditionnellement, où tout ce que j'étais et tout ce que je n'étais pas serait accepté avec gratitude. Pourquoi me manquait-elle tant alors que nous avions toujours su qu'il n'y avait pas de nous possible et que pendant si longtemps nous n'avions aimé que notre flamme? Et pourquoi avais-je aimé Marilou,
Était-ce un hasard ou toutes les choses suivent-elles le même schéma trivial? Pourquoi, au nom de Dieu, n'aimais-je que des femmes dont le prénom commençait par M? Maya, Marilou, Mumu de Riga. La première lettre était toujours M, y compris chez Ève, dont le vrai nom était Meyer et Murmenstein. Et c'est précisément ce M qui zébra ma rétine lorsqu'un deuxième T-34 traversa la Elisabeth Ciela, déjà plus proche d'un carrefour que le premier. « Je reste ici, dis-je à Huub. Soit tu me flingues, soit tu me donnes de quoi tirer un minimum parti de cette situation. » « Qu'est-ce que tu veux dire? Comment je fais pour les retenir? » Huub me regarda comme il regarde tout le monde, les bras ballants, un pied posé sur un lampadaire arraché. Un hippie dirait « l'air cool ». Puis il fit un signe de tête au SS qui saignait le moins. L'homme boitilla jusqu'au cadavre en lambeaux, récupéra leurs armes et revint poser 3 pistolets, une mitraillette luisante d'humidité, 2 carabines et plusieurs grenades devant moi. Il m'expliqua comment utiliser le MP40, dont je ne connaissais pas le fonctionnement, tandis que le merdeux vomissait et que Huub sécurisait la zone avec le dernier homme. Les tirs d'artillerie avaient cessé. Les patrouilles soviétiques devaient être à proximité immédiate. À ce moment-là, je m'attendais à tout, mais certainement pas à ce que Huub prenne une carabine et ordonne à ses hommes de se tirer fissa avant de se mettre en position près de moi et de mon MP. Non, il n'y avait vraiment pas de quoi s'attendre à ça. Ils nous laissèrent coucher dans le cratère de bombes et disparurent. Pendant 10 minutes, Huub resta fraternellement à mes côtés, l'arme au poing, sans dire un mot. Je humais le parfum de son eau de Cologne, troublé à l'idée qu'il en ait mis un jour pareil. J'entendais son souffle, et de temps en temps un gémissement, parce que ses brûlures étaient désormais sensibles. « Qu'est-ce que tu fous là ?» demandai-je. « Je ne te laisserai pas crever tout seul. Tu es vraiment un sale enfoiré. » Il ne dit rien, ne bougea pas et arrêta de gémir. « Va t'occuper de ta famille. » « Ma famille, c'est toi. » Je me renversai sur le côté et déchargeai ma mitraillette sur sa main droite, à 50 centimètres de distance. Il roula en arrière, ce qui me permit de lui coller tranquillement mon arme sur le crâne. « Je ne veux pas être en mauvaise compagnie dans un moment aussi crucial, dis-je. Si je me fais prendre, tu sauras que je t'ai considéré comme un sale enfoiré jusqu'à la dernière seconde. » Il leva sa main ensanglantée, me regarda à travers sa main ensanglantée, à travers le trou de sa main, je veux dire, et hocha la tête. Puis il se mit debout, et dans son regard, il n'y avait plus aucune trace de la folie des derniers jours, semaines et mois. C'était le regard d'un petit garçon grave. La dernière chose que je vis de Huub, ce fut la veine qui pulsait sur le dos carbonisé de sa main encore intacte, tandis qu'il posait un paquet de 5 cigarettes à côté des grenades. Je vis que cette main décapée et d'un violet noirâtre voulait me toucher pour me dire adieu. Je le sentis, mais elle ne le fit pas. Quel bonheur de me retrouver sans lui. Je commençai par m'allumer une des cigarettes. Je ne me souviens pas avoir été abattu, tout au plus fébrile. Après son départ, je n'eus même pas de sentiment de solitude, car toutes les pensées dans ma tête, les miennes et celles dont j'étais spectateur, me plongeaient alors dans un état contemplatif curieusement empreint de convivialité. Je recrachai ma cigarette, attrapai mon arme et la braquai sur la rue devant moi. Je comptais tirer dans le premier front qui se présenterait à moi. C'était de bonne guerre, et vice-versa. Pour la chair, se faire déchiqueter,
découper en morceaux, réduire en bouillie, est une perspective bien plus angoissante qu'une petite balle de rien du tout. Aujourd'hui, qu'un de ces projectiles est logé en moi parce qu'on a tiré dans mon propre front, je suis d'un autre avis, Swami. Mais à l'époque, cela me semblait être une solution honorable. Il s'écoula 1 heure, ou peut-être une journée, en tout cas plusieurs averses, avant que les Russes me trouvent. Je m'éveillai, trempé jusqu'aux os d'un sommeil vénéneux. J'aperçus 4 ombres penchées, des silhouettes humaines avec leurs mitraillettes, mais aussi mon propre MP-40 pointé sur moi. Je me figeai. Voilà donc la seconde de toutes les secondes, entendis-je penser en moi, la petite seconde de la mort. Mais il n'en fut rien. Les ombres s'emparèrent de moi, empoignèrent mes bras et mes jambes, me tirèrent du bourbier de cendres et se précipitèrent vers leur commissaire, avec moi ballottant entre eux tel un pont suspendu. Il m'interrogea rapidement, hésitant à m'exécuter, mais il fut séduit par mon russe à la Anna Ivanovna. Comme il connaissait un poème de Heine, il sortit de sa poche un diapason qu'il avait visiblement toujours sur lui, le cogna sur un coin de table, le brandit près de son oreille, fredonna le la et déclama en tenant la note « Le bonheur sur terre nous voulons, sans souffrir de la privation ». Puis sa diction se ralentit et il chuchota « Que le ventre mou n'avale point, le produit de laborieuses mains ». Il sourit de toutes ses dents, rangea le diapason et me fit coucher sur une civière à cause de mes jambes. 5 mois plus tard, un jour de mars, dans la boue de la fonte des neiges, tandis que les icebergs craquaient et s'entrechoquaient sur la Daugava, et sous le ciel toujours gris et couvert du nord, on m'amena à Moscou, me livra à la Loubianka et entreprit de me bafouer, de m'humilier et de me torturer des mois durant. Et je compris pourquoi l'homme aimait. Il doit le faire, parce que c'est le seul espoir, pour chacun d'entre nous, de rester homme malgré tout. « Et maintenant la transformation », dit le hippie. « Comment ça ?»« La transformation en quelqu'un de formidable. C'est pour ça que vous avez autant parlé de ces choses, pour cacher vos émotions. Mais à partir de maintenant, vous n'allez plus rien dire, tout va s'arranger. » Mais non, je compte bien tout vous dire, je n'en suis qu'au début. Oui, au début de quelque chose de nouveau. Au début de ma vie. L'homme aime, vous avez raison, un Swami n'aurait pas dit mieux. L'homme n'aime pas n'importe qui. À la Loubianka, je n'aimais personne. Ne me parlez pas de ça. Concentrez-vous sur vos émotions. Ce n'est pas une émotion de ne pas aimer quelqu'un. En tout cas, pas une à laquelle on puisse dire oui avec un grand O. Vous m'avez demandé de tout vous raconter et c'est ce que je fais. Mais ce que vous me racontez, ce n'est que du blabla. Et maintenant, vous allez me parler de la Loubianka et des atrocités qui s'y sont passées. Parler pour oublier ce qu'on a ressenti et ressent sans doute toujours, c'est beaucoup trop facile. Je parle pour ne pas devoir parler. Et si je parle pour la première fois de ce dont je n'ai encore jamais parlé, c'est pour ne pas devoir en parler. Voilà, tout à fait, c'est exactement ça. Mais c'est complètement tordu, pourquoi ferais-je une chose pareille ? Pour oublier votre ressenti. Et qu'est-ce qui vous fait croire ça ? Vous n'avez pas pleuré une seule fois. Pas une seule fois. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Enfin, c'est quoi cette question ? Pourquoi vous ne pleurez pas ? Vous n'avez toujours pas compris que vous, ne le prenez pas mal, n'étiez qu'une abominable ordure ? Mes yeux se détachent des vitres en verre dépoli sur lesquelles ils étaient rivés. Mon dos se redresse légèrement et je me tourne vers lui. «
recroquevillé sur lui-même, cramponné au montant du lit, coincé entre la table de chevet en métal blanc et mon malheur, il m'observe, se force à esquisser un sourire embué par la fumette. Lentement, histoire de tirer au clair le sens de ses paroles, je me lève et franchis le ridicule mètre de carrelage marbré qu'il a déclaré zone démilitarisée pour aller m'asseoir tout doucement sur son lit. Ses yeux sont exorbités par la peur. « Vous trouvez que je suis une ordure ?» demandai-je aimablement. « Non, pour l'amour de Dieu, je trouve que vous êtes quelqu'un de formidable. Combien de fois je vais devoir vous le répéter. Mais j'ai hâte que la transformation arrive. Parce que pour être honnête, à force de parler de vous comme d'une ordure, vous empêchez le jaillissement de l'émotion pure. Vous voulez que je chiale devant vous ? Le problème, c'est qu'à parler à tort et à travers, vous stockez les émotions refoulées dans votre organisme, soit directement dans votre corps matériel, soit dans un de vos corps immatériels, c'est-à-dire le corps spirituel, le corps mental, le corps émotionnel ou le corps éthéré. Vous me suivez ? Il tremble de tous ses corps, et je m'efforce d'afficher une expression à mi-chemin entre la pitié, l'indifférence et l'autorité, histoire de le rassurer. Je vous suis parfaitement. Dans ce cas, autant faire l'impasse sur la Loubianka. Oui, laissez tomber les descriptions horribles et allez directement à l'émotion. Ça ne nuira pas à votre flux énergétique, que je sache. Qu'est-ce que vous diriez de retourner dans votre lit ? À quelle émotion je suis censé aller ? À la culpabilité, peut-être, ou à la peur ? Suggère-t-il une fois que je suis de retour sous ma couverture. Et après une hésitation, il ajoute « Mais c'est à vous de me le dire, compagnero. C'était quoi votre feeling dominant à l'époque ?» Quand je repense à l'époque de la Loubianka, aux mois et années passés sous les voûtes des oubliettes qui tournaient autour de moi tels des carrousels, et que je n'ai pas le droit de vous décrire, soit mis toujours plus incompréhensible, quand je pense donc aux sempiternelles températures hivernales et aux sempiternels vêtements d'été, pour autant que l'on puisse appeler vêtements ces lambeaux de coton humide, à l'humidité, à la vermine et à la faim, ce ne sont pas la peur ni la culpabilité qui me viennent en premier, mais la faiblesse et la douleur, dont celle très concrète que les ongles arrachés laissent dans les cabinets de curiosité de la mémoire, mais surtout dans les doigts eux-mêmes qui, aujourd'hui encore, sont insensibles aux extrémités. Et même en omettant tout cela, même en faisant abstraction des besoins de mon corps matériel, et en laissant mon corps spirituel, mon corps émotionnel, et mon corps je ne sais quoi me parler, manifestations de ma personne qui sont autant de sources de gémissements, tremblements et atermoiements, même là, ce n'est pas à la peur et à la culpabilité que je dirais « oui » avec un grand « O » pour éliminer l'ordure qui est en moi, mais à la solitude écrasante qui me dominait en ce temps-là. Quand je parle de cette solitude, un arrière-goût de noix s'épanouit dans ma bouche, de vieilles noix rances, vous voyez ? Mais pour les larmes, il faudra vous lever de bonne heure, car la solitude était ma terreur. Et pourtant, elle devint mon amie, ma terrible amie. C'est la seule raison pour laquelle j'ai survécu à la Loubianka. Aujourd'hui, je le sais. La solitude ne vous force jamais à quoi que ce soit. Avec elle, il n'y a pas d'obligation, pas de malentendu. Simplement, elle vous veut du mal. Elle vous fait souffrir. Mais elle est belle. L'avez-vous jamais vue ? La mienne était grande et élancée. Elle avait des cheveux noirs, des yeux d'un vert profond, un visage qui ne vous quitte jamais, dans le moindre recoin sale et la moindre salle d'audition. Quand on aime la solitude, on n'est jamais seul. C'est le plus incroyable.
Et surtout, il ne faut pas la laisser partir pendant les interrogatoires. Vos interlocuteurs font tout pour devenir vos complices, vos prochains. Mais si on se confie à eux, si on s'ouvre à eux, ne serait-ce qu'une seconde, on est perdu. Une fois cette intimité accordée, tout sevrage est insupportable. Et à son retour, la solitude redouble de violence sans plus redevenir votre ami. Il faut lui rester fidèle, vaille que vaille. Le seul officier du NKVD à m'avoir jamais soumis à la tentation fut le camarade Nikitin. Satyre circonspect de près de 50 ans, Nikitin avait attrapé la maladie de Bazdo pendant la bataille de Moscou, en raison de la carence en iode qui sévissait alors. Ses yeux globuleux et exorbités lui donnaient des airs d'amphibien. Impossible de le noyer car il respirait sous l'eau, on le voyait d'emblée. En dépit de son pouvoir, de son mal et de ses origines juives, il était d'une étonnante gentillesse à mon égard. Flanqué d'un goitre de la taille d'une tortue d'eau douce, n'ayant plus que la peau sur les os, il se levait péniblement de sa chaise chaque fois que j'entrais dans son bureau, escorté par l'un des gardiens. Il me tendait une main à la fois osseuse et molle, légèrement humide et d'une froideur cadavérique, et avant même d'avoir fini de me saluer, il se mettait à parler art. Le camarade Nikitin était un connaisseur de l'avant-garde russe. Il avait étudié la peinture aux Beaux-Arts de Vitebsk en 1920 auprès de Marc Chagall, et un triptyque représentant des violonistes bleus et barbus, avec des anges et des chèvres volant dans le ciel, était accroché au mur derrière lui, sans doute pour inciter ses victimes à y aller de leurs commentaires. Sur le plan esthétique, nous avions des goûts similaires. Lorsque je lui avouai combien je méprisais le suprématisme, il l'applaudit des deux mains. Il ouvrit un tiroir et en sortit un épais album photo avec tous les suprématistes qu'il avait personnellement interrogés et torturés sur la chaise même où j'étais assis. J'y découvris également des photos de Meyerhold et de sa femme, une magnifique comédienne, quel dommage, prise par la police. Un portrait de Kandinsky datant de l'année 1921. Je venais tout juste de commencer ici. Et des clichés de la collection privée de Nikitin, bras dessus, bras dessous, avec Leon Feuchtwanger, devant l'entrée principale de la Loubianka. Il était venu en visite et il a trouvé le bâtiment tellement beau qu'il y aurait emménagé sur le champ. Ou Isaac Babel. Ah, il est mort dans des circonstances regrettables, mais il a passé 2 mois dans la même cellule que vous. Je parie qu'il a gravé des poèmes sur les murs. Jetez donc un coup d'œil. En un mot commençant, Nikitin s'attaqua à bras-le-corps à ma solitude, s'évertuant à me l'arracher, construisant à coups de conversation artistique un pont clandestin jusqu'au grain de poussière de mon cœur, recherchant l'harmonie homérique, le « nous », la connivence, pour mieux me démolir, sans que mon passé d'agent secret soit seulement mentionné. J'avais rempli des centaines de pages avec toutes les informations que les soviets me réclamaient. Nom, lieu, intervention, opération Zeppelin, identité et adresse de nos espions russes et lettons. Je me vis forcé de signer leur perte à tous. Ils voulaient notamment tout savoir sur mon frère, sur Heydrich, sur Schellenberg le poisson tropical. Et je m'exécutais. Mais seulement jusqu'au bord du précipice. Je ne disais mot du précipice en question. Il manquait certains éléments. Il manquait les massacres. Il manquait les forêts de Bikernieki. Il manquait les Moshe Jacobson. Ces derniers gisaient dans la banquise de mon silence que Nikitin comptait non briser, mais faire fondre. Non explosé à force de supplices comme les autres, mais dégelé à l'aide de compliments bien tempérés sur les dessins que j'étais autorisé à réaliser. Il m'accorda un crayon, alors que j'aurais pu me le planter dans la cervelle en passant par l'œil pour échapper définitivement au train-train de mon triste sort. Il me fit donner du papier,
2 feuilles par semaine. Et je dessinais ma carcasse teigneuse, mes pieds à moitié cicatrisés, mon pénis qui s'émiettait tel de la pâte sablée, rien de plus qu'un tuyau à pisse. Et quand je croisais mon reflet dans le miroir, je secouais la tête comme un vieux pénis en me dessinant avec dégoût. Enthousiasmé par ces preuves de ma décrépitude, Nikitine en accrocha certaines à côté des violonistes bleus et barbus et me félicita pour l'étendue de mon talent. La fin de la guerre me passa au-dessus. Une fête populaire qui fait du tapage sur votre tombe. Le 9 mai, on entendit les cris de joie de la foule à travers les murs épais. Clairon, chars heureux, Hitler caput, paix sur les peuples. L'été arriva, l'automne, l'hiver. Au printemps suivant, Nikitine prit des comprimés d'iode et la tortue dans son cou diminua de taille, ce qui s'entendit à défaut de se vouloir. Sa voix forcissait, sa courtoisie faiblissait. Je devins 443. À l'été 1946, j'attrapai le typhus. Lorsqu'il recommença à neiger, Nikitine me retira mon crayon et mon papier, autant le papier à dessin que le papier toilette, me forçant à me torcher le cul avec les doigts. Je m'enfonçais dans une couche neigeuse de temps. Je me mis à voir tout blanc. Il n'y avait pas de poème de Babel sur mes murs, seulement le mot « merde » à un endroit. Nikitine attendait quelque chose de précis. Et il me le dit. Il attendait de moi quelque chose de précis et regrettait de tout cœur que je ne le lui donne pas de mon plein gré. Il était évident pour moi que je n'avais plus longtemps à vivre. « Vous voyez, 443, me souffla-t-il un jour. Nous avons tant causé art plastique, mais encore jamais photographie. La photographie ne m'intéresse pas. C'est fort dommage, dit Nikitine. Il me posa une liasse de tirages en noir et blanc sur la table. Je pris les photos et me vis, moi. Je porte un uniforme SS. J'ai un pistolet à la main. Campé sous la frondaison d'arbres noirs, je braque mon arme sur des gens couchés au fond d'une fosse. Je trouve les photos fascinantes, insista Nikitine. Je reconnus le nourrisson qu'il m'arrivait de temps à autre de croiser dans mes rêves. Il semblait babiller gentiment, les yeux rivés sur moi, en train de lui mettre une balle dans sa petite tête. Et je me souvins de ce photographe qui était venu se poster à mes côtés. Et en arrière-plan, je vis le brigadeführer Stahlecker et Hub, tous deux tournés vers moi, tandis que je vidais mon chargeur sur ce petit corps. Fascinante, oui. Quel mot intéressant. Du latin « fascinus », pontifiait Nikitine, un mot qui a d'ailleurs la même racine que le mot « fascisme ». On m'a forcé la main. Cela va de soi. Je voulais simplement attirer votre attention sur la composition, ce jeu d'interaction entre l'homme et la nature. Je n'arrivais plus à parler. C'était un grand artiste, ce photographe. Il est mort de faim à Stalingrad. Et dans son pactage, on a trouvé ces saisissants témoignages de sa créativité. Je me détournai et vomis dans la corbeille à papier. Compatissant, Nikitine vint m'apporter son soutien, quittant son bureau à petits pas pour aller poser sa main sur ma nuque, tout doucement. Et sa secrétaire entra aussitôt avec une nouvelle corbeille à papier, en fer blanc cette fois, pour qu'il n'y ait pas de fuite. « Qu'est-ce que vous voulez de moi ?»« Très bien, lâcha-t-il avec satisfaction. Nous voilà sur la bonne voie. Ce que je veux de vous, c'est que vous réfléchissiez à ce que vous pourriez avoir oublié de mentionner, outre cet après-midi dans la forêt. Mais je ne voulais pas y réfléchir. J'étais dans les affaires depuis assez longtemps pour savoir qu'il ne valait mieux pas.
Et c'est ainsi que débuta une phase que je n'ai pas le droit de décrire, je le sais bien, soit mis à la fibre sensible, mais désormais les entraîneurs se relayèrent régulièrement. Les cogneurs se chargèrent du programme quotidien, et au cours des mois suivants, ils prirent ma condition physique en main, avec la contribution d'haltères, de cordes à sauter et de cravaches en cuir. Je n'en revenais pas des ressources qu'ils avaient, mais je n'en revenais pas en silence. Et un jour du début de l'année 1948, alors que je sortais de mon 3e simulacre de mise à mort dans la cave à exécution, sans nul doute sur l'ordre de Nikitine, on me conduisit de nouveau à lui. Cette fois, au contraire de moi, il avait l'air plus en forme. Même son goitre sautillait avec plus de vivacité. Il ne se leva pas, ne me serra pas la main, pas plus qu'il ne m'autorisa à m'asseoir. Une lampe était braquée sur mon visage. J'étais affaibli par la faim. On avait battu ma carcasse comme plâtre, si bien que j'étais à 2 doigts de m'effondrer par terre. Pour la première fois depuis notre rencontre, Nikitine n'entama pas la conversation par des considérations sur l'histoire de l'art européen. À la place, il me demanda si j'avais déjà entendu le nom de Politiov. « Non, dis-je. » Il eut un rire bonhomme, pointa sur moi un index menaçant et me regarda comme si j'étais un petit chenapan. « Non, je n'ai jamais entendu ce nom, » répétai-je. « Vous n'avez donc jamais eu affaire à un certain Piotr Politiov ?»« Non. Il prévoyait d'assassiner notre grand Wojt. » « C'est épouvantable. »« Oui, car notre petit père Staline aime les gens. Il s'occupe d'eux, comme des roses et des pommiers qu'il a plantés à sa petite datcha. Je suis sûr qu'il y cultive aussi de ravissants citrons et sème des melons. On peut dire ça comme ça. Et dans le jardin, il a installé des nids pour les oiseaux et les écureuils. Vous n'êtes tout de même pas en train de vous moquer. » Je secouai la tête. « Tant mieux. Pardonnez-moi si c'est l'impression que j'ai donnée. Je fermerai l'œil pour cette fois. Redites-moi le nom de ce criminel. Peu importe son nom, puisque vous ne le connaissez pas. Évidemment. » Nikitine me toisa. Ses yeux de crapaud exorbités, sur lesquels la nuit ses paupières n'arrivaient plus à se fermer, avaient autant d'expressivité que des billes de verre en gelée. « Selon nos informations, reprit-il doucement en caressant son goitre, ce renégat de Politiov a été formé à Riga et mis sur le camarade Staline par un officier du SD. La description de cet officier vous correspond. »« Nous autres officiers du SD, on se ressemble tous, » répondis-je avec un rire rouillé. « Auriez-vous l'amabilité de me confirmer une dernière fois que vous ne connaissez pas cet homme ?» Il ouvrit son album photo ouvert et y chercha une page sans se presser. Puis il me montra un cliché de Piotr Politiov, rasé, mais avec les cheveux humides et emmêlés, des ecchymoses sous la pommette gauche, et un regard vitreux perdu dans le lointain. Il fixait l'objectif du NKVD sans le voir. Sa chevelure, amas de sang et de saleté, était pleine de plumes blanches. On lui avait nettoyé le visage, mais il avait du duvet blanc jusque dans les cils, comme s'il sortait d'une bataille d'oreillers. Un sentiment d'épouvante au goût de cendre s'empara de moi, car de toute évidence, cette photo était celle du cadavre de Politiov, gisant dans la fange, auquel ses yeux grands ouverts donnaient un air étonné. « Voilà pourquoi ils ne peuvent pas nous confronter l'un à l'autre, pensai-je. Sa mort était ma seule chance de m'en sortir, et je répondis « Non, je n'ai jamais vu cet homme. » Nikitine hocha tristement la tête, referma l'album photo, se renversa sur sa chaise, se balança un coup à gauche, un coup à droite et déclara « Je pensais vraiment,
détenu 443, qu'une forme de respect mutuel nous liait. Il appuya sur un bouton rouge de son bureau, me toisa de nouveau, et d'une voix aux accents douloureux soupira « Oui, vous étiez même devenu un véritable ami pour moi. » La porte s'ouvrit et 2 gardiens entrèrent. « Mais où est-il écrit, ajouta Nikitine, qu'il faut pardonner à ses amis ?» Je ne parle pas. Je suis en plein ressenti de mes émotions, cher Swami, tandis qu'en pensée, je longe de nouveau ce couloir où 443 fut alors conduit, flanqué des 2 gardiens dont les orbites noires se perdaient dans des profondeurs insondables à la lueur faiblarde des plafonniers. J'étais pris en tenaille entre leurs mines concentrées et je sentais ma bonne étoile faiblir à chaque pas. Nikitine boitillait derrière nous tel le diable en personne. Jamais encore il ne m'avait accompagné où que ce soit, ni seulement quitté son bureau avec moi. Jamais encore je ne l'avais vu dans une telle rage. Nous arrivâmes dans la cage d'escalier de la Loubianka, opérette minérale dont de gros projecteurs de cinéma faisaient scintiller le marbre. Et à chaque étage, des filets étaient tendus entre les balustrades pour éviter les suicides par chute libre. Nous descendîmes à la cave sans un mot, en passant devant les postes de contrôle et traversant le double sas grillagé jusqu'au dédale des oubliettes. Lorsque nous dépassâmes ma cellule pour gagner le couloir de la mort, où étaient logés les candidats à l'exécution, je compris que là-bas, on ne faisait pas de simulacre de mise à mort. Dans une pièce prévue à cet effet, se trouvait une table d'où seringue d'un jaune sirupeux et lame de rasoir ne pouvaient que glisser, car le sol était en pente afin que le sang s'écoule plus facilement. On me confia à un autre gardien qui me noua un bandeau sur les yeux. Pour le coup, je n'étais plus qu'un corps émotionnel. Le mot « peur » ne donne pas la moindre idée du froid sifflant qui se faufilait dans mes veines glacées. Ce feeling de ne plus respirer que par les dents, troué de petits poumons miniatures. Nous descendîmes encore quelques marches. J'entendis des voix graves, des murmures, puis des mains vigoureuses m'empoignèrent de part et d'autre, et je sentis le camarade Nikitine s'approcher tout près de moi. « Si vous allez là-dedans, c'est parce que je ne peux plus vous croire », haleta une voix malmenée par les marches et l'humidité. On me menotte les bras dans le dos, une porte s'ouvre, on me fait entrer dans un cachot à l'odeur de soufre et d'excréments, on m'ôte le bandeau des yeux, et je me retrouve, tel un poids mort jeté dans le vide, devant une ombre grise qui, encore 3 ans plus tôt, n'était autre que Maya Tserchinskaya. Voilà ce qu'il s'était produit. L'Arado avait mis le cap à l'est et passé la ligne de front en pleine nuit. À l'horizon, les nuages défilaient, il pleuvait. Maya Tserchinskaya ne voyait rien de tout cela, mais l'opérateur radio, dont elle fixait la nuque trempée de sueur, ne cessait de leur donner toutes sortes de précisions, y compris météorologiques, sur le déroulement du vol. Il restait une demi-heure avant l'atterrissage lorsque le faisceau d'un phare fendit l'obscurité et que des boules de feu jaunes se mirent à fuser dans tous les sens. Des tirs de flaques, dont les basses se prenaient dans le revêtement de l'appareil et venaient secouer le dos de Maya. Elle plaqua sa colonne vertébrale contre la tôle comme pour absorber les ondes de choc et sentit jusque dans sa moelle l'avion accélérer et prendre de la hauteur. Mais les explosions d'obus étaient si proches que le bruit se répercutait dans sa boîte crânienne et le sabre laser du phare ne cessait de se rapprocher. Le pilote vira de bord en prenant un virage en épingle. Un deuxième phare s'alluma, puis un troisième.
Bientôt, l'Arado se retrouva pris au piège. Soudain, une lumière éblouissante envahit la cabine, comme si elle était en flammes. Maya n'avait plus peur. Durant tout le vol, elle avait pleuré sans que personne le remarque, pas même Politov, qui jurait en continu dans le casque de moto qu'il tenait collé sous son nez. Elle blottit sa bouche contre le dos de sa main. Elle sentit l'odeur de sa peau, sa familiarité. Se souvint qu'à 13 ans, elle avait donné son premier baiser à son bras, histoire de s'entraîner. Et cette fois aussi, elle embrassa le dos de sa main pour penser plus facilement à moi, malgré les centaines de kilomètres qui nous séparaient, au regard que je lui avais jeté depuis la piste de décollage. Et c'est ce dernier regard qu'elle consolait de son baiser au milieu d'une grêle de détonation. Elle craignait toujours la faim, mais pas la sienne, et tout en embrassant sa main, elle pressait l'autre sur ses yeux pour réprimer ses larmes. Plusieurs petits éclats touchèrent le fuselage de l'appareil sans le fendre. Le pilote changea à nouveau de cap et parvint finalement à quitter la zone à risque. Il n'était plus question d'atterrir à l'endroit prévu, un plateau isolé face à Smolensk. Le pilote, auquel Hub avait interdit d'interrompre la manœuvre, dut improviser et chercher une aire d'atterrissage de fortune. En territoire hostile, sous les tirs, en pleine nuit et par temps de pluie, avec sans doute des avions de chasse aux trousses. Seuls 3 phares montés sur le nez de l'avion lui permettaient d'y voir quelque chose. Des rochers ou des arbres. À environ 1h du matin, sans avoir essuyé de nouvelle attaque ennemie, l'appareil atteignit une aire d'atterrissage située à 150 km au nord-ouest de Moscou. Des champs de pommes de terre à perte de vue, déclara l'opérateur radio. Pas de rochers, pas d'arbres. L'avion décrivit un cercle et commença à descendre vers un champ dégagé. À défaut de le voir, Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.